qu'on ait un problème de recrutement d'un attaquant. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'attaquants qui sont intéressés par l'Olympique de Marseille, y compris des attaquants que vous pourriez appeler des grands attaquants, même si moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un grand attaquant ou un très grand attaquant. Je vois pas ce que c'est, ça doit être ça doit être mon manque d'expérience dans le domaine du football. Le dossier du grand attaquant. Bon, depuis le rachat du club en 2016, l'OM en a toujours fait beaucoup sur les attaquants. Suffit d'écouter Jacques-Henri Hérault pour comprendre que la direction marseillaise a basé en partie sa communication là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où Franck McCourt rachète l'OM, l'attaquant numéro 1 c'est Bafétimbi Gomis. Il est aussi capitaine et à la fin de saison, l'OM va le laisser partir sans le vendre parce qu'il était en fin de contrat. Pourtant la situation était un peu étrange parce que Gomis avait marqué 20 buts en Ligue 1 et on sait tout ce qui va se passer après. L'OM va recruter Valère Germain et Kostas Mitroglou et la saison suivante, à eux deux, ils vont même pas inscrire autant de buts que Bafétimbi Gomis sur sa seule saison avec l'OM. C'est pas les seuls joueurs qui ont eu du mal à l'Olympique de Marseille, les exceptions sont très rares depuis 2016 et le rachat du club. Alors je peux citer Vitinha, Iliman Ndiaye, Luis Suarez et pour tout vous dire, on a fait le calcul, l'OM a dépensé 145 millions sur des attaquants en 8 ans. Et puis bon, hormis Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont réussi leur passage à l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi quasiment tout le monde floppe à l'OM? On a essayé de répondre à cette question. Donc on a listé plusieurs raisons et il y en a une qui revient tout en haut de la liste. Déjà, c'est les exigences des supporters qui sont énormes. Dès qu'un numéro 9 arrive, on attend qu'il performe en Ligue 1, qu'il performe en Coupe d'Europe, qu'il finisse meilleur buteur un peu partout. Un peu comme Aubameyang la saison dernière quand il est arrivé. Le problème à Marseille, c'est que les supporters peuvent te mettre sur un piédestal et la semaine suivante te descendre. On va prendre un exemple assez simple, certains avaient osé comparer Valère Germain à Jean-Pierre Papin après son triplé contre Ostende pour son premier match avec l'OM, sauf que c'était pas vraiment lui rendre service que de le comparer à un ballon d'or. À moindre mesure, Alexis Sanchez a eu un destin un peu similaire. Pendant toute la saison, les supporters de l'OM l'ont placé au sommet et juste après l'élimination en Coupe de France contre Annecy, il a été ultra critiqué pour son penalty raté et c'était un peu pareil pour Dario Benedetto, il avait fait une très belle première saison jusqu'à ce qu'il mette beaucoup moins de buts et là ça a été plus compliqué pour l'attaquant argentin. Concrètement, c'est pas uniquement la faute des joueurs, les supporters en attendent énormément et la pression vient aussi de la presse. Dès que Hérault a lancé le fameux terme du grand attaquant, les médias l'ont utilisé et ils se sont pas privés. Chaque mercato on a eu droit à un feuilleton, donc évidemment les attaquants étaient sous pression et il suffit d'écouter ce que disait l'ancien président marseillais sur Valère Germain. Avant de penser aux autres, on a surtout un grand attaquant qui s'appelle Valère Germain et qui a fait un début tonitruant chez nous et qui est quelqu'un extrêmement agréable, intelligent, à la fois en dehors du terrain et sur le terrain et on est très heureux de l'avoir avec nous depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours eu tendance à Marseille à comparer les attaquants. Et si on fait ça, c'est parce que l'OM a connu de grands numéros 9. Jean-Pierre Papin, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ce maillot. Didier Drogba, Mamadou Niang, bref, il y a eu du très beau monde à l'OM ou encore Aubameyang la saison dernière. Résultat, le public marseillais est hyper exigeant et on attend beaucoup plus que n'importe quel autre joueur. Arkadiusz Milik déjà, quand il signe à l'OM, on voit son CV, son passage à Naples, donc tout le monde s'attend à un joueur qui fait la différence dans les grands matchs. Et au final, Milik a fait tout le contraire. Il a toujours eu des stats face aux petits. D'ailleurs, il a jamais marqué contre le PSG. Les deux cas les plus intéressants sont très récents, c'est Vitinha et Iliman Ndiaye. Quand Vitinha a signé à l'OM, des centaines de supporters marseillais ont pris leur voiture, sont allés l'accueillir à l'aéroport comme s'il était l'élu. Au final, l'histoire a été très compliquée pour le Portugais. Vitinha n'avait jamais joué dans un club avec autant de pression, donc même s'il a eu le temps, il n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM. Et au final, il symbolise l'un des plus gros flops de l'OM au 21e siècle. Pour Iliman Ndiaye, c'est encore pire, avec tout le storytelling sur son amour pour le club, la vidéo à la gare Saint-Charles. Bref, le Sénégalais avait une pression folle, parce que beaucoup de supporters s'identifiaient à lui, et le bilan, il sera resté une saison et il aura marqué seulement 4 buts avec l'OM. Le problème de fond à l'OM sur le recrutement des attaquants, c'est que les joueurs ne correspondent pas toujours au style de l'entraîneur. Quand Vitinha arrive à Marseille, c'est une solution de dernière minute parce qu'au départ c'était Terem Moffi qui était ciblé. Finalement, Marseille n'avait pas pu faire venir l'attaquant de l'OGC Nice, s'est rabattu sur le Portugais. Donc Vitinha est arrivé, mais il collait pas exactement au style d'Igor Tudor. Le technicien croate l'a quand même soutenu, mais on sentait qu'il avait du mal à tirer le meilleur de son attaquant. Finalizzatore che può risolvere queste palle e questi cross, la può mettere dentro. Ecco, noi non l'abbiamo servito abbastanza bene, però si è mosso bene, ha aiutato la squadra, può fare meglio chiaramente, però vedremo in futuro di riprovare questo duo. À l'époque, c'était pas non plus le grand amour entre Milik et Sampaoli, on se souvient qu'il y avait eu beaucoup de débats lorsque le coach argentin titularisait Bamba Dieng qui était très jeune face à l'expérience de Milik. Mais encore une fois, pour ne pas accabler les joueurs, le changement perpétuel d'entraîneur les aide pas vraiment. Encore la saison dernière, Iliman Ndiaye est passé de deuxième attaquant, son poste de base, à ailier droit quand Gennaro Gattuso est arrivé. Déjà qu'il n'était pas vraiment en confiance, ça l'a encore moins aidé. Donc évidemment, ça donne naissance à des départs. C'était le cas de Milik qui avait expliqué qu'il était parti à cause du changement d'entraîneur. Alla fine del campionato sì, volevo restare nella Marsiglia. Penso che
c'era un buon progetto quanto riguarda la squadra, tutto. Dopo le cose ci sono un po' cambiate, è andato il mister, ci sono arrivati 7-8 nuovi giocatori e per me è arrivata una grande opportunità di giocare in un club importante, perciò ho scelto di fare questa scelta. Au niveau de la direction, il y a aussi eu des problèmes de cohésion avec le coach. Hérault et Garcia ne se sont pas toujours entendus sur le choix des attaquants, pareil pour Longoria et Tudor comme je vous ai expliqué sur le cas Vitinha. Ça ressemble un peu à du panic buy à l'image de l'arrivée de Mitroglou en 2017 lors du dernier jour du mercato. Marseille s'était penché sur plusieurs attaquants, finalement aucune piste n'est allée au bout, il n'y avait que Valère Germain. Donc arrivé au dernier jour du mercato, l'OM s'est un peu retrouvé face à un mur. Il fallait recruter un joueur, donc on est allé sur Mitroglou alors qu'au départ c'était pas forcément le profil qui collait. Alors si on s'éternisait sur tous les cas avec tous les attaquants, la vidéo elle durait sûrement 1 heure. Mais comment parler des attaquants de l'OM sans évoquer Luis Suarez? On a eu plusieurs rumeurs qui expliquaient qu'il avait signé à Marseille pour régler le litige avec Watford sur l'affaire Pape Gueye, et sur le terrain on était très loin de son homonyme. Surtout que 6 mois après, Luis Suarez a fait ses valises. Le miracle dans l'histoire c'est que l'OM a récupéré la somme qu'il avait investie au départ sur l'attaquant colombien. L'été dernier on a aussi eu Joaquin Correa, un prépayant qui sort un peu de n'importe où, pour un bilan remarquable de 0 but inscrit, hormis un tir au but contre Benfica en Ligue Europa. Et au-delà des joueurs qui performent pas, c'est surtout ce que ça va engendrer au sein du club. Quand Bamba Dieng a vu son transfert avorté, il a eu beaucoup de mal avec Igor Tudor, et d'ailleurs il a fini par bouger quelques mois plus tard. La finalité, c'est qu'entre l'instabilité des entraîneurs et tous les attaquants qui arrivent, ça crée forcément des tensions au sein du club. Par exemple, quand Sampaoli est arrivé en pleine saison, Valère Germain s'est retrouvé dans le loft alors qu'il faisait partie de l'effectif avant et qu'il était même régulièrement titulaire. Alors petit bond en 2024, si on parle des attaquants actuels, l'OM a 3 joueurs dans son effectif qui peuvent jouer à ce poste: Faris Moumbagna, Eli Wahi et Neal Maupay. Alors sur le papier, la direction a fait un travail intéressant. On a un jeune qui a beaucoup de talent avec Eli Wahi, il l'avait montré à Montpellier, un joueur plus d'expérience avec Neal Maupay qui a joué en première ligue et Faris Moumbagna, profil qui ressemble plus à un pari. Le problème encore une fois, c'est que Moumbagna s'est fait les croisés lors du premier match de la saison à Brest. Neal Maupay doit apporter son expérience, mais bon, lors du match contre Angers, avec son carton rouge, on a vu un peu tout le contraire de ce qu'il doit apporter à cette équipe. Et Eli Wahi est en grande difficulté depuis son arrivée, il a même été sifflé pour son premier match au Vélodrome. En gros, si on prend l'OM cette saison, quand Mason Greenwood n'est pas au niveau ou qu'il n'arrive pas à faire la différence tout seul, bah, l'attaque de l'OM elle est insipide. Une fois de plus, ça donne un petit indice du recrutement de l'OM, alors que quand on regarde le bilan depuis 2016 et l'arrivée de Franck McCourt, il y a 2 numéros 9 qui ont vraiment réussi à l'Olympique de Marseille, c'est des joueurs d'expérience. Parce que oui, forcément, on n'a pas eu que des flops à l'OM, il y a le cas Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, et celle d'avant, il y avait Alexis Sanchez. Et on est obligé de reconnaître qu'ils ont réussi leur passage à Marseille. Sanchez, c'était le joueur clé de l'attaque pendant la saison avec Tudor, il a fini avec 17 buts, toutes compétitions confondues. Et pour Aubameyang, c'était encore plus flagrant, parce que hormis le parcours en Ligue Europa, la saison en Ligue 1 a été catastrophique pour l'OM qui a fini 8ème, et Aubameyang, lui, il a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues. Du coup, on se demande pourquoi ils ne sont pas restés, et là, la direction de l'OM se retrouve au premier plan. Sanchez voulait rester, mais Igor Tudor est parti, et derrière, Pablo Longoria a fait venir Marcelino avec son fameux système à 2 attaquants. Et là, l'élu à ce moment-là, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on a décidé de laisser partir Alexis Sanchez. Et d'ailleurs, quand il a quitté le club, il avait posté un long message sur Instagram. Et on sentait bien que la volonté de quitter le club, c'était pas la sienne. Pour Aubame, la situation, elle est un peu plus complexe. Pablo Longoria, au départ, il voulait le garder. Roberto De Zerbi, lui aussi, avait donné son accord. Et finalement, l'attaquant gabonais a reçu une offre énorme d'Arabie Saoudite. Il a demandé à quitter l'OM alors qu'au départ, il était plutôt chaud pour rester. Bref, si on devait faire un bilan des 9 de l'OM depuis le rachat de Franck McCourt, on est quand même plus sur une succession d'erreurs qu'autre chose. La direction marseillaise a tenté par tous les moyens de trouver la perle rare, l'attaquant qui va filer une vingtaine de buts par saison. Le dernier en date, c'était Bafétim Bigomis, et avant ça, c'était Michy Batshuayi, donc ça commence à faire un moment pour Marseille. Alors que, comme je vous le disais, au final, les 2 attaquants qui ont vraiment réussi à l'OM, c'est des joueurs d'expérience, qui avaient conscience du contexte marseillais. Et ce qui est frappant, c'est que même en changeant de direction et en tentant une dizaine de buteurs, l'OM a fait les mêmes erreurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les numéros 9 de l'Olympique de Marseille depuis 2016. Alors, est-ce qu'on doit parler de malédiction ou de mauvais choix? Ça, je vous laisse en juger en commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, je te laisse t'abonner, liker, commenter, partager évidemment. Et on se retrouve bientôt sur Foot Mercato FC.